La réalité est-elle depuis longtemps trop ridicule et consternante pour que l'art de la satire puisse encore conserver de sa pertinence? Voilà une fausse question sans doute, puisque le comportement de l'être humain a toujours connu des expressions d'immenses conneries depuis la nuit des temps, sans que notre époque n'échappe à ce triste constat. Quoi qu'il en soit, The Boys semble bien parti avec une saison 3 qui pousse tous les curseurs vers le max pour nous prouver que la satire reste un genre extrêmement réjouissant. Cette vidéo sera full spoiler pour les 3 premiers épisodes de The Boys, saison 3, sachant que j'attendrai la fin pour parler d'une grosse théorie qui vise potentiellement la fin de la série, mais je serai sûrement à côté de la plaque. On sait que cette saison comptera 8 épisodes, mais comme on peut le constater d'ores et déjà, on se situe à au moins 55 minutes par épisode hors générique. Alors certes, la longueur n'est certainement pas un gage de qualité, mais en l'occurrence, on a un contenu dense et bien rythmé qui ne fait pas dans le surplus inutile. On sait depuis longtemps que la série a décidé de se moquer non seulement de la mode des super-héros, mais bien au-delà qu'elle vise l'emprise capitaliste dénuée de toute valeur et le storytelling du réel qui gangrène nos sociétés depuis des années, sans oublier diverses dérives et récupérations typiques des États-Unis et qui débordent sur de nombreuses sociétés occidentales et autres bien sûr. Dès l'ouverture de cette saison avec le faux film Dawn of the Seven, on retrouve la moquerie des super-héros, d'Hollywood, des campagnes de communication pour couvrir les scandales. Les scénaristes se moquent d'eux-mêmes avec la clé USB évoquée dans les dialogues off-screen, alors même qu'on retrouvera une clé USB dans l'épisode 2 pour récupérer les informations dans l'orphelinat pour Super. Plus tard, les spin doctors de l'émission de télé-réalité soulignent combien un triangle amoureux pourrait relancer l'intérêt du public, alors même que les scénaristes en mettent un de triangle amoureux dans la série, voire deux si on compte l'histoire de Frenchie. L'inclusion de Charlize Theron pour incarner Stormfront à l'écran est doublement drôle puisqu'elle fait d'un côté un caméo dans un récent film de super-héros et de l'autre on a cette idée de l'allemande blonde qui vient réécrire la réalité pour davantage coller aux stéréotypes et réécrire le réel dans l'esprit du public. Les excuses de Homelander ne font que souligner ces éléments de langage qu'il a appris par cœur, de fameuses excuses qui sont parfois supposées effacer certains méfaits dans nos sociétés, notamment pour des personnages publics puissants. On retrouve le phénomène de la campagne de réhabilitation avec la série Jamais sans nom dauphin, qui invente une histoire pour faire oublier au public féminin notamment que The Deep est tout simplement un violeur. On va même jusqu'au passage dans un talk show détenu par Vote pour compléter le dispositif de rebranding. L'une des grandes questions portant sur la série consiste à savoir si elle va trop loin dans le graphique, la violence. Elle va tellement loin qu'on se situe évidemment dans le grand guignol. Alors personnellement ça ne me gêne pas ou plus, mais il est certain que la série ne devrait sans doute pas être regardée par de jeunes adolescents par exemple, susceptibles de manquer de recul et de trop prendre les choses au premier degré. C'est ce qui se passe quand on manque de recul. La scène du héros termite dans le premier épisode est quand même hilarante, de mon point de vue toujours, et sa conclusion dans le sac de coke est quand même fabuleuse, je trouve. Le développement des tentatives de la crème pour renouer avec sa fille, voilà un passage qui prend juste le temps qu'il faut, bien équilibré, qui apporte quelque chose au personnage sans prendre trop à l'épisode. C'est bien écrit. C'est toujours bon signe quand une série ne cherche pas à étirer une intrigue dont les spectateurs ont conscience, mais pas encore les personnages, et donc bien sûr la révélation autour de Victoria Newman, qui fait exploser les gens, est extrêmement bien vue en fin de premier épisode. La notion de Starlight imposée par Stan Edgar en co-capitaine des 7, alors s'agit-il uniquement d'un choix visant la popularité? C'est possible, mais on peut aussi se demander si Stan Edgar n'a pas un coup d'avance, sachant que donner des responsabilités à Starlight risque de l'impliquer dans Vote, et finalement qu'elle fasse de son mieux de façon plus sincère, que jusqu'à présent du moins, en comptant notamment sur son caractère tout simplement. Pour le moment, c'est sans doute l'arc narratif de A-Train, l'ancien athlète en quête de reconversion d'image, lui aussi, qui me convainc le moins. On se doute que la recherche de popularité pourrait se transformer en véritable quête de sens, et il est possible que cela devienne nettement plus intéressant par la suite, on verra. Les petites apparitions remarquées de Stormfront sur son lit d'hôpital ne font que souligner l'ego démesuré de Homelander qui n'a rien à faire de la moindre idéologie et ne s'appuie sur elle que pour sa grandeur, son plaisir personnel. On peut y reconnaître une sorte de satire du rapport entretenu pendant un temps entre les USA et l'idéologie nazie. De manière générale, Anthony Starr poursuit son sans faute dans son incarnation du protecteur, le petit nom français du Homelander. Son regard, ses mimiques, son sourire carnassier, tout est toujours aussi dérangeant.
La série parvient à surprendre, à sortir des logiques scénaristiques convenues, notamment avec cette scène de la suicidaire qui ne sera finalement pas sauvée et qui incarne à elle seule toute la détresse de l'humanité face à un dieu incarné qui ne se préoccupe que de son nombril. Encore une fois, excellente progression scénaristique avec le discours d'Homelander en fin de saison 2. Il fait preuve de sincérité sur son ras-le-bol de faire semblant et gagne en popularité auprès de toute une partie du public masculin. L'une des scènes les plus glaçantes est sans doute celle du nouveau mec de l'ex de la crème, vous situez, qui est devant sa télé et qui est à fond sur le discours de Homelander, sur cette idée d'assumer qui on est vraiment. Voilà un personnage qui pourrait bien servir à illustrer l'impact de ce type de discours dans les médias auprès de certains crétins en puissance. Du côté de The Deep, on retrouve ce pauvre type qui n'a aucun caractère ni amour-propre et accepte de manger son ami Timothy dans une scène vraiment dure, bien plus, de mon point de vue, que le gore grand guignolesque du reste des 3 épisodes. Ils vont loin dans cette saison. Évidemment, je n'ai pas oublié notre cher Butcher, on est sur la trajectoire d'une rédemption brisée par la découverte d'une énième manipulation via Victoria Newman, la petite protégée de Stan Edgar qu'il traite comme sa fille. Toutefois, une rédemption et surtout une renonciation à la colère et à la violence sont-elles seulement possibles pour un homme comme Butcher, qui ne semble pleinement exister que dans le conflit et la destruction? Et bien entendu, c'est notamment pour la relation avec Ryan que tout cela devient triste pour nous, les spectateurs, d'autant que l'attachement du garçon à Butcher est bien rendu dans leurs quelques moments de complicité. On peut remarquer que lorsque Butcher annonce son départ a priori définitif, Ryan semble prendre conscience, en tentant de le retenir, que la force de Butcher est anormalement élevée, ce qui confirme qu'il reste sous les effets du V24 à ce moment. Concernant le V24, le concept est brillant et on reconnaît bien là le génie marketing et commercial de Stan Edgar pour avoir la défense américaine à sa botte. Lorsque Butcher rend visite à Gunpowder, l'intense débilité du rapport de fascination aux armes à feu typiques des États-Unis ressort tristement bien dans le contexte des fusillades et des attentats qui s'enchaînent actuellement. D'un point de vue de plaisir de spectateur, je veux dire que malgré toute l'excitation qu'on peut ressentir quand Butcher fait la démonstration de ses pouvoirs pour la toute première fois dans le parking, la première confrontation sans V24 reste bien plus intéressante et tendue. Et c'est une crainte légitime puisque le déséquilibre de puissance faisait beaucoup de l'intérêt des affrontements dans les 2 premières saisons, mais faisons confiance aux scénaristes pour trouver une bonne formule dans la suite de cette saison 3. Étant donné l'obsession de la crème pour Soldier Boy qui a donc tué sa famille, je serais très étonné s'il ne prenait pas lui aussi une dose de V24 dans une baston d'anthologie avec le pseudo Captain America qu'on a hâte de voir davantage, tant il semble déjà insupportable de suffisance masculiniste et misogyne. Et oui, j'utilise des mots pour trigger un peu dans les commentaires. Et quelques remarques un petit peu dans le désordre, on a aussi ce petit moment qui fait rire jaune avec le fabuleux monde inclusif de Maeve, l'illustration de la récupération mercantile de toutes les causes possibles et imaginables, et surtout n'oubliez pas de manger vos lasagnes végétaliennes Vout. Dans les clins d'œil subtils que j'aurais ratés sans aller jeter un œil sur les quelques discussions en ligne, on a la mention de Teddy Stillwell, le jeune enfant qui se téléporte à l'orphelinat. Il s'agit clairement de l'orphelin de Madeleine Stillwell, le bébé que Homelander avait avec lui quand Butcher a déclenché sa bombe en fin de saison 1. Alors oui, on savait que ce bébé avait survécu, c'était déjà indiqué, mais maintenant on sait pourquoi, comment son pouvoir est celui de la téléportation. Avec l'épisode 3, l'intro sur la jeunesse de Starlight et le gros malaise de l'hypersexualisation des petites filles arrive avec le concours Little Miss Hero. C'est aussi l'occasion de souligner la force intérieure d'Annie qui encaisse, qui prend sur elle, Annie qui gagne en épaisseur dans ses 3 premiers épisodes et qui commence vraiment à s'imposer comme la seule peut-être véritable héroïne de la série The Boys, avec sa boussole morale qui semble être la seule sans doute à indiquer le nord. Alors certes, cet épisode 3 c'est aussi l'occasion d'une des grosses ficelles scénaristiques avec le passé du Frenchie qui revient exactement au bon moment pour fournir un lien avec la mafia russe, mais bon, restons magnanimes. Au passage, on en apprend plus sur ce qu'on ne voulait pas spécialement savoir, la vie sexuelle du Frenchie et son safe word dans ses jeux de domination et de soumission, à savoir Vincent Cassel. Le flashback avec le groupe des Payback dans les années 80 est plutôt intéressant.
on retrouve ce côté vitriol qui vient généreusement asperger la politique étrangère américaine et leur complaisance auprès des narcotrafiquants. Les origines de Black Noir en font potentiellement le frère ou du moins un ami de Stan Edgar. La question d'éventuel pouvoir de Stan Edgar continue de se poser, mais il serait certainement plus intéressant qu'il n'en ait aucun, je suis d'accord avec vous. Cette saison s'annonce véritablement épique, étant donné tout ce qui s'est passé sur ces 3 premiers épisodes, voilà qui me rassure grandement après une saison d'eau que j'avais trouvée nettement en deçà de la première, et qui n'était sauvée, je trouve, que par son final très marquant. J'en viens maintenant à quelques théories, et si vous ne souhaitez pas les entendre, je vous invite à vous abonner à la chaîne avant de passer à autre chose, pour ne rien rater, que ce soit Obi-Wan, Miss Marvel, la série Seigneur des Anneaux ou encore Stranger Things que je n'ai pas oublié. Sans un abonnement, un pouce en l'air, un commentaire, je serais obligé de vous envoyer en tant que figurant dans la réalité de The Boys, une expérience qui s'annonce explosive. Première théorie, l'arme des Russes pour venir à bout de Soldier Boy ressemble beaucoup à un gros mytho pour masquer un changement de camp. Peut-être que Crimson Countess l'a couvert et qu'elle sait quelque chose, on devrait le découvrir plus tard. Maintenant vient la grande question, et attention, gros spoiler aussi pour les comics The Boys et leur finale. Quelle est la nature du lien entre Butcher et Homelander? Est-ce un hasard que Butcher développe exactement les mêmes pouvoirs que Homelander avec une dose de V24? Alors j'imagine que le parallèle évident entre les deux personnages restera psychologique pour éviter de tomber dans les clichés habituels, les tropes des frères cachés. Mais bon, après tout, l'ADN Homelander doit bien provenir de quelque part, et allez savoir si Butcher n'est pas une version ratée ou encore un frère adopté non choisi pour les expériences par exemple. Encore une fois, ce serait sans doute un peu gros, mais bon, on peut se demander comment les scénaristes de la série ont transformé l'histoire qui est celle de Black Noir dans les comics pour adapter cette surprise dans leurs épisodes. On peut voir Butcher rêver de s'injecter une dose de V24, il rêve aussi de Homelander, et cela vient peut-être renforcer encore le parallèle de leur descente aux enfers respectives, puisque Homelander est vraiment l'autre personnage qu'on a déjà vu halluciner. Alors lui c'est en plein jour, mais ça vient vraiment renforcer les points communs entre ces deux personnages. Alors le grand final de The Boys pourrait-il se diriger exactement vers ce que Homelander propose, un face-à-face mortel entre lui et Butcher? On pourrait imaginer un Butcher qui viendrait trouver à la toute fin de la série Homelander en train de jouer avec la tête de Stan Edgar, Butcher qui tue Homelander dans un combat dantesque, et l'armée ou encore Ryan obligé finalement de tuer un Butcher devenu incontrôlable à cause du V. Quoi qu'il en soit, je pense que vous serez d'accord avec moi, difficile d'imaginer une fin paisible pour Butcher qui ne sera satisfait qu'une fois qu'il aura rejoint Becca dans la mort. Je vous donne rendez-vous très vite cette semaine pour de nouvelles aventures. Salut!